Donc, on poursuit notre exploration aujourd'hui et j'aimerais qu'on se projette une seconde. Le réveil sonne. Il est 5 heures du matin, un mardi, au beau milieu du mois de novembre. Ah oui, le pire moment. Il fait un froid glacial dehors, il pleut contre les carreaux, il fait tout noir. C'est ça. Et à cet instant précis, la couette semble être l'endroit le plus merveilleux de l'univers. Biologiquement, psychologiquement, tout notre être hurle de rester couché. Et pourtant, c'est dans cette fraction de seconde, dans ce silence pesant où personne ne nous regarde, que se joue la différence entre une vie subie et une vie choisie. Complètement. En fait, cette fraction de seconde, c'est vraiment le champ de bataille ultime de l'esprit humain. C'est le moment de friction maximale où nos intentions de la veille, qui étaient super bonnes, se heurtent à la réalité neurologique de notre zone de confort. Ouais, le cerveau reptilien et qui prend le relais. Exactement. Lui, il perçoit ce réveil précoce non pas comme une opportunité de croissance personnelle, mais comme une menace directe, tu vois, une perte d'énergie qu'il faut absolument éviter. Et c'est toute la subtilité de la démarche qu'on analyse en profondeur aujourd'hui. On continue de décortiquer cette fameuse méthode matinale, on ne va pas revenir sur les bases, on l'a déjà fait, la pertinence des exercices, la théorie du pourquoi, tout ça c'est établi. Oui, on sait que ça marche sur le papier. Voilà. Le vrai défi, la question qui targue de quiconque a déjà vu ses bonnes résolutions s'évaporer, genre mi-février, c'est l'exécution. Comment faire pour que cette routine ne se transforme pas en une énième to-do list épuisante? Donc notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre la mécanique psychologique exacte de ce défi de 30 jours. C'est ça. Comment on ancre une habitude pour de vrai? Et pour comprendre cet ancrage, il faut d'abord regarder ce qui provoque l'échec. La majorité des gens abordent le changement avec une stratégie qui est défaillante à la base, parce qu'elle repose sur une attente temporelle complètement fausse. Le fameux mythe des 21 jours, je suppose. Ah bah oui, ce mythe tenace, il est profondément ancré dans la culture pop du développement personnel. L'idée qu'il suffirait de 21 jours pour former une nouvelle habitude. Ouais, c'est un chiffre qu'on voit partout. Dans les magazines, les blogs de productivité. Ça donne l'impression qu'au bout de 3 semaines, paf, le cerveau bascule magiquement en pilote automatique. C'est séduisant. Mais l'auteur a retracé l'origine de cette croyance. Et ça remonte à 1960 avec le docteur Maxwell Maltz. En fait, c'était un chirurgien esthétique qui avait observé une tendance chez ses patients amputés. Attends, des patients amputés? Ouais, c'est fou. Il avait remarqué qu'il leur fallait environ 21 jours, en moyenne, pour s'adapter psychologiquement à la perte de leurs membres, pour arrêter de ressentir ce fameux membre fantôme. Et par un effet de téléphone arabe sociétal, cette observation clinique passive liée à un traumatisme physique irréversible, elle a été transposée à la création active d'habitudes. Mais l'erreur de logique est massive, là. Je veux dire, s'adapter à une amputation où l'on n'a fondamentalement aucun choix, ça n'a rien à voir avec le fait de choisir délibérément de se lever à l'aube pour courir ou méditer. C'est clair. Et l'implication de ce mythe est catastrophique en fait. Imagine, quelqu'un se force à adopter une habitude difficile pendant 21 jours. Et au 22e jour, l'effort requis est toujours là, la personne va inévitablement se dire qu'il y a un problème avec elle. Quel manque de volonté, ouais. Exactement. Alors que c'est juste son échéancier qui est faussé. L'expérience proposée dans notre texte montre un modèle beaucoup plus réaliste. Un cycle de 30 jours divisé en 3 phases psychologiques de 10 jours chacune. D'accord, alors regardons cette première phase, les jours 1 à 10. L'auteur utilise un terme très direct, il l'appelle ça la phase insupportable. Et le mot n'est pas trop fort. Sur le plan physiologique, le corps y cherche toujours l'homéostasie. Il veut maintenir son équilibre. Quand on lui impose un réveil avancé, l'organisme réagit comme s'il subissait une agression. C'est la panique à bord. Voilà. Et l'esprit rationalise cette douleur pour justifier un retour en arrière. C'est là qu'on tombe dans le piège de l'illusion de la permanence. Le cerveau qui est sous le coup de la fatigue n'arrive plus à se projeter. Il nous convainc que cette souffrance du 4e jour sera notre état perpétuel. Ouais, c'est temporel classique. Imaginons un jeudi matin, pleut, c'est le 5e jour du défi. On a les yeux lourds, les muscles en compote. Le dialogue intérieur, il va pas nous dire « T'inquiète, c'est une phase passagère d'adaptation neurologique ». Ah non, pas du tout. Il va plutôt dire « Ma vie est misérable depuis que j'ai commencé ce truc, je suis juste pas fait pour ça ». Et fait ce mensonge interne qui fauche genre 95% des gens, non? C'est exactement ça. Mais si on arrive à ignorer cette petite voix et à franchir le cap du 10e jour, la dynamique change. On entre dans la phase 2, les jours 11 à 20, qui sont qualifiés de désagréables. Ok, donc on passe d'insupportable à désagréable.
c'est une légère amélioration. C'est subtil, mais c'est vital. Le rejet viscéral s'estompe. Les cellules s'habituent au nouveau rythme circadien. L'habitude n'est plus une torture absolue, mais attention, elle demande encore un effort conscient énorme. Et c'est là qu'un nouveau bien entre en jeu, la négociation liée à l'excès de confiance. Ah, le fameux «je l'ai bien mérité». Voilà. On a survécu à la phase insupportable, on est fier de nous. Et l'esprit, qui veut toujours économiser de l'énergie, va proposer des compromis. Il va susurrer que, après 2 semaines d'efforts intenses, s'accorder un petit matin de répit, bah c'est légitime. Le gros danger de cette phase 2, en fait, c'est qu'elle flatte notre ego. On se dit «je l'ai fait, je sais que je peux le faire, donc je peux relâcher la pression aujourd'hui». Sauf que si on appuie sur le bouton snooze au jour 14, bah c'est pas une récompense, c'est un retour immédiat à la case départ sur le plan des connexions neuronales. C'est comme détruire un mur qu'on est en train de bâtir. Et ça nous amène à la ligne d'arrivée décisive, la phase 3. Les jours 21 à 30, définis comme la phase irrésistible. Et c'est précisément l'étape que le mythe des 21 jours supprime. S'arrêter à 3 semaines, c'est comme faire tout le travail de creuser un trou pour des fondations sans jamais couler le béton. Belle image. Et c'est très juste. Entre le 21e et le 30e jour, on assiste à la cristallisation de la neuroplasticité. L'effort conscient disparaît au profit de l'automatisation, mais surtout, le changement le plus profond, il est identitaire. Comment ça, identitaire? L'action répétée finit par forger l'identité. Le dialogue interne évolue. On dit plus «je suis quelqu'un de fatigué qui essaye de se lever tôt», on commence à internaliser l'idée «je suis une personne du matin». L'habitude s'arrime à notre conception de nous-mêmes. C'est fascinant ça. D'ailleurs, l'auteur illustre ce glissement identitaire avec une anecdote personnelle qui sort du cadre du sommeil mais qui utilise exactement la même mécanique. Il raconte son expérience avec la course à pied. Il détestait viscéralement courir. Ouais, il avait une croyance limitante très forte là-dessus. Et son ami John lui lance le défi de préparer un ultra-marathon. Rien que ça. Le parallèle est parfait. L'auteur était convaincu qu'il n'avait ni la physiologie ni le mental d'un coureur. Mais en appliquant ce cadre des 30 jours, il a observé les mêmes phases. Les 10 premiers jours ont été physiquement dévastateurs, ses articulations le faisaient souffrir, son cerveau générait des centaines d'excuses pour abandonner. Phase insupportable donc. Voilà. Ensuite, la phase désagréable a vu une baisse de la douleur physique, remplacée par une sorte de lassitude mentale. Puis, au cours de la 3e décade, la barrière a cédé. Non seulement courir est devenu fluide, mais son identité a basculé. Il n'était plus quelqu'un qui se forçait, il était devenu un coureur. L'identité a suivi l'action. C'est super puissant. En fait, si on superpose toute cette chronologie, à l'image du lancement d'une fusée spatiale, la logique est la même. Les jours 1 à 10, cette phase insupportable, c'est l'allumage des moteurs sur le pas de tir. Ah oui, l'analogie de la gravité. Ouais, la fusée, elle doit brûler la vaste majorité de son carburant dans les toutes premières minutes, uniquement pour s'arracher à l'attraction terrestre. C'est ultra violent. L'énergie dépensée est colossale pour un mouvement qui semble minime au début. Ensuite, les jours 11 à 20, on traverse l'atmosphère. Il y a encore des secousses, de la friction, mais la gravité commence à lâcher l'affaire. Et le jour 21 marque la sortie de l'atmosphère. La fusée entre en orbite. L'inertie prend le relais, quoi. Elle a presque plus besoin de carburant pour avancer à une vitesse de dingue. Appliqué à notre cerveau, c'est le moment où les connexions synaptiques de la nouvelle habitude sont plus fortes que celles de l'ancienne. La résistance fond. Bon, sachant tout ça, la théorie est lumineuse. Mais se tenir au pied de cette fusée et décider d'appuyer sur le bouton rouge, ça reste terrifiant. Si on sait que les 10 prochains jours vont être une véritable bataille contre notre propre biologie, comment on construit notre environnement pour être sûr de ne pas saboter le lancement? Eh bien, l'approche proposée repose sur l'élimination systématique de la friction cognitive. Quand ta volonté est au plus bas, c'est-à-dire à 5 heures du mat', c'est l'environnement et la préparation qui doivent prendre le relais. La première étape, c'est de structurer mentalement le défi en se procurant le kit de démarrage. Le fameux kit, ouais. Voilà, imprimer les feuilles de suivi, rédiger physiquement ses affirmations, ses objectifs pour le mois. Et c'est pas juste pour faire joli ou pour s'organiser. C'est un vrai acte de décharge cognitive. Écrire ses intentions, ça permet de les sortir du brouillard anxieux de l'esprit pour les matérialiser. C'est comme dire à son cerveau « Ok, voici la nouvelle priorité ». Mais une fois que le papier est rempli, la véritable épreuve de force, c'est le positionnement de l'alarme. Et là-dessus, la règle est intransigeante. Ah oui, le premier réveil doit être programmé pour demain matin et il doit être physiquement hors de portée.
Ce placement, c'est de l'architecture comportementale pure. Si ton téléphone est sur la table de nuit, l'éteindre demande beaucoup moins d'énergie que de se lever. Et le cerveau, il choisira toujours le chemin de la moindre résistance. Logique. Il faut forcer le mouvement. Exactement. En plaçant le réveil à l'autre bout de la pièce, ou même dans la salle de bain, tu obliges ton corps à se bouger. Ce mouvement initial, il crée un afflux sanguin, il fait monter un peu le rythme cardiaque et il dissipe le brouillard du sommeil profond. Le choix n'est plus est-ce que je me lève ou je dors, c'est il faut que je marche pour éteindre ce bruit atroce. C'est radical. Et pour que cette marche forcée vers le salon ne se termine pas par un demi-tour direct sous la couette, on en arrive à la préparation de la veille au soir. Parce que si je me retrouve debout dans mon salon à 5 heures, à moitié endormi, je suis incapable de prendre des décisions stratégiques. C'est clair, la fatigue décisionnelle, c'est le pire ennemi de la discipline. C'est pour ça que l'anticipation est la clé. Tes vêtements de sport doivent être prêts, le verre d'eau rempli sur la table, le livre de méditation ouvert à la bonne page. On crée un toboggan comportemental, en fait. C'est une super image. On élimine toutes les micro-décisions qui pourraient servir d'excuses pour retourner au lit. On ne se demande pas ce qu'on doit faire, on exécute juste la séquence qui a été préparée par notre version rationnelle et motivée de la veille. Il y a un dernier élément dans cette phase de lancement, souvent vu comme optionnel, mais qui me semble être le filet de sécurité absolu. C'est le partenaire de responsabilisation. Pourquoi l'engagement solitaire est-il si fragile comparé à l'engagement social ? Ça touche vraiment au fondement de notre psychologie évolutive. L'être humain, il est programmé pour valoriser son statut au sein de la tribu. L'idée de décevoir un père ou de paraître lâche aux yeux de quelqu'un qu'on respecte, ça active des zones du cerveau liées à la douleur sociale. La peur du jugement, tout simplement. Ouais, quand tu t'engages silencieusement envers toi-même, annuler cet engagement, ça blesse personne. Mais si un ami attend ton SMS à 5h15 pour confirmer que t'es debout, la pression de la conformité sociale devient un levier hyper puissant. Ça surpasse de loin la simple volonté individuelle. Je comprends parfaitement la puissance de ce système. L'environnement dicte l'action. Par contre, il y a une résistance très courante que j'aimerais soulever concernant l'urgence du démarrage. Dis-moi. Pourquoi insister pour commencer demain ? Psychologiquement, le cerveau humain adore les départs propres, tu vois. On a tous envie de faire coïncider le jour 1 avec un lundi, ou mieux, le premier jour du mois, genre un 1er janvier. Ça donne un sentiment de contrôle, d'alignement parfait. Est-ce que c'est pas plus stratégique d'attendre 3 jours pour avoir un tableau de mental bien rangé ? Alors, cette envie d'alignement calendaire, c'est l'une des illusions les plus dangereuses quand on étudie la procrastination. Le besoin d'un départ parfait, ça masque en réalité une fuite face à l'inconfort imminent de la phase 1. Ah oui, l'excuse élégante. Exactement. Repousser l'action sous prétexte d'esthétique temporelle, ça renforce un biais cognitif redoutable, le syndrome du « un jour peut-être ». Et l'observation de l'auteur est brutale mais lucide, c'est ce manque de sentiment d'urgence qui maintient une immense majorité des gens dans une médiocrité acceptée. Autrement dit, le simple fait d'attendre jusqu'à lundi, ça forge déjà une identité. Celle de quelqu'un qui repousse l'effort. C'est toute la mécanique du processus. L'instant présent est le seul moment où tu exerces un véritable contrôle sur ton identité. Commencer un jeudi matin, au milieu du mois, de manière totalement imparfaite, c'est envoyer un signal neurologique de rupture avec l'ancienne identité. C'est déclarer que l'urgence du changement est plus importante que le confort d'un calendrier bien rangé. L'action immédiate tue l'anxiété de l'anticipation. Bon, démarrer demain, c'est donc le premier acte de rébellion contre nos automatismes. Mais prenons un peu de recul. On vient de détailler un vrai parcours du combattant, lutter contre sa biologie, installer des réveils dans le salon, affronter des phases insupportables. C'est clair que ça demande de l'énergie. C'est un investissement colossal. Au-delà de la petite satisfaction de cocher des cases sur un calendrier, quelle est la véritable valeur ajoutée de cette transformation ? Est-ce que ce mois de discipline matinale produit des miracles tangibles dans la vraie vie ? Pour évaluer les résultats, l'analyse s'appuie sur une philosophie centrale, souvent attribuée à Jim Rohn. L'idée, c'est que notre niveau de succès dépasse rarement notre niveau de développement personnel. Le défi des 30 jours, c'est pas un concours d'endurance matinale pour faire le malin. C'est pas juste se priver de sommeil ? Absolument pas. C'est la création d'un espace mental et temporel inviolable, dédié exclusivement à l'expansion de nos capacités cognitives, émotionnelles et physiques.
En développant la personne que nous sommes, on augmente naturellement notre capacité à résoudre des problèmes complexes, que ce soit pour notre santé, nos finances ou nos relations. L'intérieur dicte l'extérieur, en somme. Et les preuves concrètes de cette dynamique sont d'ailleurs fascinantes dans notre exploration. Prenons le cas de Mélanie. Elle témoigne au 79e jour de sa pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste l'histoire de quelqu'un qui se lève tôt. Elle explique que c'est la toute première fois de sa vie entière qu'elle parvient à tenir une résolution au-delà de 2 semaines. Et l'impact psychologique d'une telle victoire, il est inestimable. Pour quelqu'un qui a passé des décennies à accumuler des preuves de son incapacité à changer, franchir ce cap, ça détruit ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Ouais, ce truc qui te fait dire à quoi bon essayer? Voilà. La réussite de Mélanie ne se limite pas à sa routine. Elle a réécrit son sentiment d'auto-efficacité. Elle sait désormais que sa volonté peut modifier sa réalité. Et on retrouve cette transformation fonctionnelle chez d'autres, comme Ray, qui rapporte un niveau de concentration et de clarté mentale inédit au boulot. L'ordre qu'il établit le matin se propage tout au long de sa journée. Un véritable effet domino. Mais l'histoire qui illustre le plus dramatiquement ce changement de paradigme, c'est celle de Rob. Là, on parle d'un entrepreneur dont la société était en chute libre. Les dettes s'accumulaient, le stress était paralysant, l'effondrement total semblait inévitable. Et pourtant, en l'espace de quelques mois de pratique assidue de cette routine matinale, il réussit à sauver sa boîte. C'est incroyable. Ce qui me fascine dans ce récit, c'est qu'il attribue ce sauvetage exclusivement au fait d'avoir travaillé sur lui-même chaque matin, avant même de toucher à un seul dossier pro. Le cas de Rob, c'est vraiment le cas d'école pour différencier la corrélation de la causalité. Faire des pompes ou écrire dans un journal à 6 heures du matin, ça n'a aucun impact direct sur un bilan comptable. Bien sûr que non. La mécanique est plus profonde. Face à une boîte en crise, le réflexe instinctif, c'est de céder à la panique. De travailler 16 heures par jour dans un état de réactivité totale, ce qui conduit à des décisions stratégiques désastreuses parce qu'elles sont dictées par l'urgence. C'est la noyade opérationnelle, on a la tête sous l'eau. Alors, comment le rituel matinal a-t-il pu inverser ça concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Rob pendant cette phase irrésistible? Le rituel a agi comme une forge identitaire. En s'imposant cette discipline rigoureuse, en affrontant l'inconfort des 20 premiers jours, Rob a méthodiquement reconstruit sa résilience. Le calme de ses premières heures lui a offert le recul pour passer d'un mode de survie réactif à un mode de pensée proactif. Il a fait baisser la pression. Totalement. Il a diminué son niveau de cortisol sanguin, gagnant en lucidité. Et du coup, il s'est présenté face à ses problèmes non plus comme une victime submergée, mais comme un leader en pleine possession de ses moyens. C'est cette nouvelle version de l'entrepreneur, affûté chaque matin, qui a pu prendre les décisions difficiles pour redresser l'entreprise. C'est puissant. Le rituel matinal n'est donc que l'échafaudage en fin de compte. L'objectif, c'est le monument qu'on construit à l'intérieur. Cette résilience inébranlable. Si on est capable de dompter sa propre biologie et ses peurs irrationnelles aux aurores, l'appel téléphonique super difficile avec un client à 14 heures devient soudainement beaucoup moins intimidant. On a déjà remporté la bataille la plus rude de la journée. L'analyse est parfaite. Maîtriser cette première heure, c'est envoyer un message de maîtrise absolue à tous les autres domaines de son existence. Ce qui nous ramène à la perspective globale de cette exploration. L'idée fondamentale qu'il faut intégrer ici, c'est que notre passé, peu importe le nombre de résolutions abandonnées ou d'échecs accumulés, ne dicte en rien nos capacités futures. Le cerveau est malléable. Heureusement, oui. Le péage à payer pour accéder à cette version optimale de nous-mêmes, il est fixe. C'est 10 jours de résistance physique brutale, suivis de 10 jours de négociation mentale épuisante. En gros, 20 jours de friction inconfortable en échange d'une vie entière de fluidité où l'excellence devient notre paramètre par défaut. L'investissement, il est complètement dérisoire face aux bénéfices perçus, non? Complètement. Accepter temporairement l'inconfort, c'est le prix de la liberté à long terme. C'est une transaction que la biologie rejette naturellement, mais que notre intellect se doit de valider. Et pour clore cette analyse, je vous propose à tous une petite réflexion introspective. On vient de voir à quel point la construction consciente d'habitudes matinales peut redéfinir le plafond de notre réussite. L'action délibérée forge notre avenir. C'est une certitude. Mais à l'inverse, si on regarde notre quotidien en toute honnêteté, quelles sont ces petites habitudes invisibles? Ces réflexes confortables et totalement inconscients que nous laissons s'installer tranquillement et qui sont actuellement en train de saboter notre trajectoire sans même qu'on s'en rende compte. Sommes-nous véritablement les architectes de nos journées ou sommes-nous simplement les passagers endormis de nos propres automatismes?
C'est l'audit personnel le plus difficile à faire, mais le plus indispensable. Identifier ces automatismes, c'est la toute première étape avant de pouvoir les remplacer. Et le défi des 30 jours offre justement le cadre idéal pour opérer ce remplacement. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.